recherche, ensuite de l'université. La recherche, peut-être pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est un élément absolument essentiel de l'université. Et de la formation et des questions de diversité de façon générale dans le monde, puisque vous savez qu'il y a un mouvement international autour des universités, et de l'université française en particulier. Voilà, donc c'est quelques éléments de réflexion que je livre, un peu structurés, un peu beaucoup, et qui a fait l'objet d'un texte sur lequel je continue de travailler, que j'ai déjà un peu présenté. Bon, alors en introduction, je crois que c'est important que vous ayez en tête que l'université, vous savez, est malmenée, que c'est un discours assez récurrent, c'est pas neuf, c'est d'une manière pas complètement faux, à la lumière à la fois des budgets qui sont alloués, tant pour la formation, la vôtre, que pour les laboratoires. Mais sur le fond du fond, l'affaire n'est pas là. Alors je vais commencer par quelques éléments un peu macroscopiques. Vous savez combien nous dépensons en France dans le domaine de la formation et de l'enseignement supérieur, de 3 milliards d'euros par an, soit à peu près 1,5% du PIB. C'est un dixième de point sous la moyenne des pays de l'OCDE. C'est loin derrière dans les États-Unis, puisque grosso modo, les États-Unis, c'est 2 fois plus. 1,5% du PIB en France, on est à 2,8% aux États-Unis, 2,7% au Canada. Et de façon assez significative, je vous laisse avec ça, c'est 2,6% en Corée du Sud. En France, alors ça c'est aussi un élément macroscopique très important, 60% des jeunes d'une génération accèdent à l'enseignement supérieur. 2 400 000, une génération c'est à peu près, une tranche d'âge c'est à peu près 800 000 personnes, c'est à peu près 800 000 à 900 000 naissances par an en France. Il y a 2 400 000 étudiants qui sont inscrits là en 2015, soit 8 fois plus qu'en 1960, l'année où je suis né. Cette progression est absolument importante, il faut la garder en tête. Alors, le fait nouveau. Par le passé, comme vous le savez, l'université, ses étudiants, ses enseignants ont interpellé la société. Souvent. À un moment, en 1968, ça a été une sorte d'apogée, je ne sais pas si vous avez étudié ça. Le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'université qui est interpellée par la société. Ce n'est pas du tout spécifique à la France. Je vous engage à lire les écrits de quelqu'un qui s'appelle Derek Bock, qui est l'ancien président de Harvard. Pour s'en convaincre, l'université américaine est extrêmement interpellée par l'ensemble de la société américaine. Les signaux très très tangibles de renoncement aux études supérieures sont visibles en Amérique du Nord. Alors bien sûr, les ressorts de ce qui se passe là-bas ne sont pas forcément transposables au modèle français, puisque raisonnablement on peut penser que c'est le coût des études de l'enseignement supérieur aux États-Unis, entre 10 000 et 40 000 dollars par année d'études. Vous voyez à quoi ça mène, notamment en termes d'emprunt que les étudiants sont obligés de faire. L'endettement moyen, il est de 30 000 dollars pour 2 tiers des étudiants à la fin du cursus. C'est énorme. Moi, j'ai eu des étudiants là-haut qui étaient endettés à la hauteur de 50 000 dollars, par exemple, et qui devaient rembourser après un master. C'est un M2, pour vous dire un peu comment ça se passe. Mais à mon sens, les questions posées à l'université sont à peu près de même nature. Que ce soit en France ou aux États-Unis, parce que ce mouvement de renoncement pose, évidemment, il est sur le ressort du coût, mais pose aussi, et c'est ça qui interpelle l'université, c'est à quoi ça sert de passer à l'université. Et je pense qu'il est nécessaire de faire une nouvelle analyse diagnostique des difficultés de l'université française. De ce point de vue, l'université mondiale, mais française en particulier, a anticipé ou à défaut a accompagné le mouvement de la connaissance et de l'innovation. C'est une des options interprétatives. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'il y aurait de la redite.
Je vais simplement tenter de faire une analyse selon différents axes de comment est-ce qu'il serait nécessaire de penser l'évolution de l'université, que l'on doit regarder, à mon sens, comme un instrument fondamentalement humaniste, universaliste aussi, et assez unique de la création humaine pour ce qui concerne la production et la transmission de connaissances. Historiquement, eh bien, il y a en France une dialectique et une difficulté, on reviendra là-dessus, entre l'État et les universités. Mais avant d'entrer dans ce détail, il me semble utile de vous faire quelques mots d'histoire sur l'université. Alors, il y a eu des rapports, des essais, et quand je dis d'histoire, c'est l'histoire sur ce dialogue difficile entre la République et l'université en France. Il y a eu, donc, comme je le disais, des rapports, des essais, des réformes, et depuis de nombreuses années, l'université et la recherche ont fait l'objet de regards et de débats quasi permanents. Alors, évidemment, l'université ne décrit pas l'histoire de l'enseignement supérieur dans son entièreté, mais, et puis depuis l'invention de l'écriture, il y a eu de nombreuses sociétés qui ont existé sous une forme ou sous une autre, qui ont fait exister sous une forme ou sous une autre ce type d'enseignement. Bon, mais si on revient un peu à des fondamentaux, l'université se définit comme une communauté, tous les mots ont l'importance, plus ou moins autonome, on reviendra sur ce qualificatif, sur le plus ou moins autonome, de maîtres et d'étudiants réunis pour assurer à un niveau supérieur l'enseignement d'un certain nombre de disciplines. Si vous lisez certains ouvrages concernant l'histoire des universités, il y en a un fameux que je peux vous conseiller, qui doit être la référence, et ça c'est Charles Verger, l'histoire des universités aux presses universitaires de France. C'est grosso modo la définition qu'on peut en retenir. Eh bien, sous cette forme, c'est à peu près vers la fin du XIIe siècle que l'université émerge dans quelques villes d'Europe, en France, en Italie, en Angleterre, avec les universités les plus fameuses de Bologne, Montpellier et Oxford. Dans un rapport de l'Institut Montaigne en 2015, paru là, très récemment, on pouvait lire 15 ans de réforme. En fait, c'est pas 15, mais c'est plus de 50 en France, qui témoignent du dialogue assez difficile entre l'État, la République, et l'université. Et en fait, quand je dis 50, c'est faux. C'est bien plus longtemps que l'État regarde l'université, son université, on reviendra là-dessus après, avec un mélange de méfiance, de suspicion de scolastique en particulier, d'engourdissement, d'endormissement, d'académisme. Peut-être ne le savez-vous pas, mais au XVIe siècle, Guillaume Budet, je ne sais pas si vous savez qui est Guillaume Budet, ça vous dit quelque chose. Donc Guillaume Budet était un traducteur d'œuvres antiques. Donc le XVIe, c'était François Ier. Et Guillaume Budet suggère à François Ier d'instituer un collège de lecteurs royaux. À l'époque, le monopole de l'enseignement était à l'Université de Paris, avec 4 facultés, une faculté de théologie, une faculté de droit, une faculté de médecine, une faculté d'art. Le latin en était la seule langue. Et les sciences se réduisaient au quadrivium du Moyen-Âge, c'est-à-dire arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Et à l'époque, même la médecine, c'est bien plus tard, mais ne se prévalait absolument pas du qualificatif scientifique. C'était l'époque de l'imprimerie, naissance de l'imprimerie, époque de la Renaissance, on appellera plus tard. Et donc à ce moment-là, eh bien, des lecteurs, alors je vous donne ça comme référence, c'est-à-dire époque de l'imprimerie, époque qu'on qualifiera plus tard de la Renaissance, et l'université en particulier, l'université de Paris, était absolument étanche